À l'émission d'aujourd'hui, je donne la parole à deux invités qui ont vécu un déracinement. Rénal Vallière a grandi dans un petit village gaspésien au fond d'un rang familial. Imen Hadar, elle, est née dans une grande ville algérienne. Malgré leur âge et leurs origines différentes, tous les deux ont vécu un choc culturel en arrivant à Montréal. Ils nous racontent, en toute franchise, comment ils se sont adaptés à leur nouvelle ville d'accueil. Parole de génération, c'est un amplificateur des voix marginalisées. C'est un pont qui relie les jeunes, les aînés et les personnes issues de l'immigration au-delà de leurs différences. C'est un espace de dialogue audacieux pour dénoncer les injustices et trouver comment les combattre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parole de génération, un balado qui crée des ponts entre les générations de toutes les origines pour déconstruire les préjugés. À l'épisode d'aujourd'hui, je suis entouré de deux invités qui ont une capacité de réflexion vraiment féconde et je vais leur laisser l'honneur de se présenter. Qui veut se lancer? Je commence. Alors bonjour, je m'appelle Imen Hadar, j'ai 19 ans et je suis étudiante, je suis étudiante, oui, au Cégep. Je suis née en Algérie et ça fait plus de 3 ans que j'habite ici au Québec. Et sinon, pour le préjugé, un préjugé que je suis tannée d'entendre... Je pense que je laisserai M. Rénal se présenter en attendant. Je vais y peut-être penser. que tu vas pouvoir rebondir là-dessus. Ouais. Ben oui, allez-y, Rénal. OK, mon nom est Rénal Vallière, j'ai 74 ans et je suis né d'un petit village de Gaspésie, même au bout d'un rang, où il n'y avait pas de maison, je pense, à 2 à 3 kilomètres autour. Alors, là, on a emménagé à Montréal, la famille, en 57, alors que j'avais donc 9 ans. Puis je suis un baby boomer. Je suis né en 1948. Et on sait qu'après la guerre, mais c'est là qu'il y a eu vraiment ce qu'ils appelle le baby boom avec raison. Ouais. Alors, le préjugé, ça va peut-être surprendre des gens, parce que je suis une personne âgée, donc, c'est que souvent, on semble croire que les personnes âgées ont une certaine sagesse. Puis moi, je vis dans un HLM aîné depuis, ça va faire 11 ans, et c'est donc des personnes âgées. Puis de la sagesse, j'en vois pas beaucoup. Je pense que les gens qui étaient étourdis à 20 ans, souvent, ils vont être étourdis à 70 ans. Moi, c'est ce que je vois. Tu sais, j'ai déjà réfléchi un peu à ce sujet-là. J'avais écrit quelque chose pour la GIDA, tout ça, la Journée internationale des aînés. Puis, moi, ce que j'ai vu, c'est que l'expérience, il y a des gens qui n'absorbent pas l'expérience. Il y a des gens, c'est un peu comme le jour de la marmotte. Tu sais, c'est comme à recommencer tout le temps. Ils font toujours les mêmes erreurs, puis ils n'apprennent pas. Donc, de penser que la personne, parce qu'elle est âgée, est sage, moi, ça, c'était vraiment un préjugé. Puis des fois, ça me choque parce que je vois nos intervenantes de milieu, tous ceux qui connaissent, c'est les femmes, souvent, ils semblent pousser cette idée-là que la personne âgée, il faut la respecter. Il faut la respecter, c'est respectable. Si elle n'est pas respectable, il ne faut pas la respecter. Il ne faut pas respecter quelqu'un parce qu'il est âgé. Parce que vraiment, là, ce serait vraiment faire une erreur. Oui, peut-être sans nécessairement... je pense que le respect, je veux dire, tout le monde mérite du respect. Ça se peut qu'il y ait en vieillissant des fois des pertes cognitives, des trucs comme ça qui font en sorte que nécessairement, on a peut-être perdu un peu cette sagesse-là. Mais c'est sûr que c'est sûr que quand vous parlez de cette généralisation-là, qu'on dit « Ah, tous les aînés sont sages, donc on devrait toujours écouter les aînés », là, il y a peut-être un grain de sel à mettre en disant « C'est pas tout le monde qui, finalement, en vieillissant, nécessairement... leurs conseils sont pas nécessairement toujours justes. » Non, parce que c'est pas une des pertes cognitives. Je veux dire, il y a des gens qui ne changent pas, tout simplement. Ils sont bornés un peu. Ben c'est ça. L'expérience ne leur a rien apporté. Vraiment. Comme j'entendais un écrivain dire, l'expérience, c'est un peigne pour les chauves. C'est un peigne pour les chauves. Attends, fait, qu'est-ce que ça veut... comment vous voyez ça, vous? Ben, ça veut dire que quand tu as l'expérience, quand tu l'as, ça ne sert plus à rien. Tu sais, tu es déjà âgé,
ça ne sert plus à rien. Ça servirait aux jeunes. Donc, l'expérience, c'est ça. Donc, il faut donner le peigne aux jeunes, finalement. L'expérience, c'est les jeunes qui en ont besoin. C'est eux qui ont les cheveux, ça tête. Oui. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Intéressant. C'est quelque chose qu'on entend moins souvent, mais je comprends l'idée derrière. Est-ce que Imen, ça t'a donné une idée pendant ce temps-là? Ouais, en fait, j'ai pensé à... Je sais pas si c'est... Je pense que c'est un préjugé, ouais. C'est envers les jeunes en général. C'est pas tout le monde, mais des fois, j'ai l'impression que certaines personnes, c'est souvent des gens plus adultes, ils ont tendance à un peu, est-ce que ça se dit décrédibiliser? Ouais. Les jeunes ou les ados, juste parce qu'ils sont jeunes ou ils passent par, entre guillemets, une crise d'adolescence. Ah, lui, il est jeune, il apprendra, il grandira, il aura d'expérience. Ils ont tendance des fois à décrédibiliser ton avis juste parce que, entre guillemets, tu as moins d'expérience, mais je pense que des fois, on est capable aussi d'avoir une vision juste on est capable de bâtir notre avis juste à partir de notre réflexion sans avoir nécessairement eu l'expérience ou vécu l'expérience. Il y a comme une fermeture où comme t'es jeune, donc on ne prendra même pas la peine de t'écouter parce qu'on déjà en partant, on se dit « Ah, il est trop jeune, fait qu'il sait pas de quoi il parle. » Fait que c'est un peu ça que t'es tanné d'entendre peut-être un peu. Non, il comprendra pas. Genre, on essaie de... Même quand tu essaies de débattre, en fait, tu débats avec cette personne ou ces personnes-là, puis vers la fin, ils sont toujours... Leur dernier mot, ça serait tu comprendras un jour. Et ça, je trouve ça vraiment frustrant. Ça fait c'est frustrant quand ça finit comme ça. T'es comme, pourquoi j'ai parlé de base si c'était déjà décidé d'avance un petit peu. J'aime ça parce que je pense que des deux côtés, il y en a un où c'est comme... c'est un peu le contraire, on dirait. Oui, c'est ça. Les jeunes, on devrait pas aucun les prendre au sérieux. Puis les aînés, on devrait tous les prendre au sérieux. Fait que je pense que ce qu'on peut se dire finalement... c'est qu'on devrait juste se dire, on regarde la personne qui est en face de nous, puis on se fait notre jugement à partir de chaque personne, peu importe l'âge, tu sais. À partir de ce qu'elle dit, surtout, ça va à partir de son background, de son expérience. De ses actions, de ses paroles, et non pas à quoi elle ressemble, à quel âge, tu sais. Par exemple, certains pensent que les personnes âgées, c'est une espèce de classe sociale. C'est pas une classe sociale du tout. Moi, par exemple, dans le HLM où j'habite, on a tout ce qu'on a en commun, c'est notre âge, on est âgé, puis aussi le faible revenu. C'est tout ce qu'on a en commun. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de gens, la plupart, en fait, sont nés à l'extérieur du Québec. Et donc, il y a une culture très différente. On est très différents. On n'a pas les mêmes référentiels culturels, même si on a le même âge. On n'a pas vécu les mêmes événements. Quelqu'un qui a vécu comme mon âge, qui a vécu au Chili, il n'y a pas la même expérience que nous ici. On n'a pas ça en commun. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vraiment en commun. Moi, je dis qu'il y a autant de différences entre les individus aînés qu'il y en a peut-être entre les aînés et les jeunes. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est un autre préjugé qu'on entend beaucoup, dire les personnes âgées sont toutes pareilles. Finalement, c'est pas vrai. Il y a autant de diversité dans les personnes âgées qu'il y en a dans la population en général. Ça, je suis d'accord avec vous. Parfait. Donc, en fait, pour commencer l'émission, à chaque émission, je commence avec un segment que j'ai appelé « Qu'est-ce que ça veut dire? » Donc, c'est simple. Je vous dis un mot qui est relié à la thématique d'aujourd'hui. Et puis, je suis curieux de vous entendre un peu, c'est quoi votre définition de ce mot-là, puis qu'on crée ensemble une définition commune, parce que on se rend compte souvent quand on parle de ces choses-là, de discrimination et tout ça, quand il y a des désaccords, souvent, ça vient parce qu'on n'a pas la même définition du mot. Fait que si on parle de racisme, d'agisme, etc., tous les autres mots en isme, mais qu'on n'a pas la même définition de ce que c'est sûr qu'on ne sera pas d'accord. Fait que c'est un peu ça l'objectif, c'est que là, on se mette une définition, comme ça, on sait que voici de quoi on parle, puis on est tous d'accord là-dessus. Ça vous va? Donc, mon mot pour vous, la thématique que j'ai choisie, c'est le choc culturel. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Si oui, qu'est-ce que vous en savez? Sinon, qu'est-ce que ça vous fait penser? Moi, ce que j'entends par choc culturel, je pense que c'est... je dirais pas que j'ai jamais vraiment vu ça ou vécu ça, mais je pense que c'est quand on se retrouve dans un milieu... c'est quand on change de milieu, puis quand on se retrouve dans un milieu puis où les valeurs ou les habitudes sont totalement... sont vraiment différentes des nôtres. Quand il y a vraiment un grand écart entre nos habitudes puis notre culture et notre vision des choses
et ceux de la société dans laquelle, de la nouvelle société dans laquelle on vit. Mais toi, tu as vécu dans d'autres pays. Moi, je suis jamais sorti d'ici. Alors, tu as une expérience sur ce plan-là. Si tu as eu à avoir des chocs culturels, c'est plus toi que moi. Moi, c'est à l'intérieur d'un édifice. Que je fais ça depuis que tu vois entre 11 ans. Différentes cultures, mais pour quelqu'un qui le vit personnellement, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que je viens d'un autre pays, mais c'est vrai qu'en y pensant, ouais, c'est vrai, mais je pense que surtout à notre époque, vu qu'on a accès beaucoup aux médias, on a grandi avec les médias, l'Internet, on a grandi avec, comment on appelle ça, la numérique. Le numérique. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ben, ça fait que j'ai toujours eu accès à la culture d'ailleurs. Fait que ça n'a pas vraiment été nouveau pour moi. C'est vrai, parce qu'elle est jeune. Ouais. Mais moi, c'est pas mon cas. Ouais. Moi, c'est pas mon cas. Ouais. C'est pas le cas des gens de notre âge. Donc, peut-être que les préjugés, c'est peut-être bien, c'est que les préjugés sont peut-être moins grands parce qu'il y a moins de différence entre les pays, puis il y a moins de différence entre les jeunes de tous les pays parce qu'ils ont pratiquement le même mode de communication. Oui, c'est intéressant, ça. C'est la première fois qu'en parlant de choc culturel, j'ai cette réflexion-là de me dire, est-ce que le numérique peut faire en sorte que c'est plus facile, le choc est peut-être moins grand? Je pense que oui. Après, chaque personne le vit différemment. Hein. C'est pas tous les jeunes qui sont super connectés à Internet ou qui vont... Tu sais, il y en a qui le vivent plus difficilement aussi. Il y a aussi le fait maintenant, si tu changes de langue aussi, ça en est un autre choc culturel qui est important. Fait que finalement, là, pour résumer un peu tout ça, c'est vraiment, dès qu'on perd un peu nos repères, tu sais, il y a des normes sociales, que ce soit, OK, comment est-ce qu'on salue les gens? OK, ici, il faut qu'on donne du pourboire. Donc, c'est comme plein de petits trucs comme ça qu'on doit réapprendre puis qui peuvent causer du stress. On peut se sentir désorienté. Et donc, c'est un peu ça, le choc culturel, un peu. C'est ce que c'est. Donc, maintenant qu'on a cette définition-là en commun, moi, c'est sûr que vous êtes jamais sorti d'ici, mais moi, je trouvais ça intéressant, Rénal, quand on avait discuté ensemble. Vous avez fait des liens super pertinents entre le choc culturel qu'on peut vivre aussi si on vient d'un petit village en région comme vous avant et qu'on débarque en ville ici à Montréal. Donc, le choc culturel peut être même à l'intérieur d'un même pays, on peut le vivre. J'aimerais ça vous entendre. Pour vous, ça a été quoi les chocs les plus importants quand vous êtes arrivé ici à Montréal? Mais pour moi, premièrement, les gens me traitaient de maudit français parce que le village d'où je viens, pour une raison que j'ignore, les gens parlaient français avec une espèce, j'ai vu plus tard, d'accent européen. Alors, les gens me prêtaient le maudit français. Alors, oui, c'est un choc culturel. Puis les Vallières, je pense, sont ici depuis quelques siècles au Québec. Alors, j'étais loin d'être un immigrant, puis c'était quand même un choc, ça, sur ce plan-là, mais aussi sur le plan de la famille. C'est que la famille a pas mal... On se tenait... Il faut dire une chose, c'est que dans le village où j'habitais, c'était des lots qui avaient été vendus par l'État à des gens. Puis ces gens-là pouvaient diviser ces lots-là entre leurs enfants qui se mariaient. Alors moi, le village où j'habitais, c'était... des gens, c'était presque toutes mes oncles, mes tantes, parce que le grand-père possédait un lot, puis là, il le divisait à chaque moment où une personne se mariait, un de ses enfants se mariait, il a donné une partie d'un lot, de ce lot, puis là, ils allaient construire sa maison au complet, sauf l'électricité pour des raisons légales, il était obligé d'être un électricien, mais il faisait le béton, tout. C'est les gens de la famille qui allaient construire chacune des maisons dans ce lieu-là. Donc, ils dépendaient beaucoup les uns des autres parce que tu dépendais de ton cousin si tu voulais avoir une maison, finalement. Exact. Donc, on était très liés. Alors, en ville, bien sûr, j'avais plus de cousins nulle part. J'avais plus rien. C'était étonnant. Il fallait que je me fasse des amis comme ça avec des étrangers. J'avais jamais été ami avec des étrangers parce qu'on vivait, tous les membres de la famille vivaient pas dans le village seulement, mais dans le rang de ce village. Alors, ça a été un choc. Puis d'ailleurs, la famille s'est un peu dispersée là-dessus. Parce que là, on ne voyait plus nos gens aussi souvent. Puis éventuellement, je voyais pratiquement plus mes cousins. Là, je les vois peut-être à une funéraille de temps à autre. C'est tout. C'est pas mal tout, hein? Mariage, une funéraille, des choses comme ça. Alors, ça a été un choc.
Ouais. Puis, Imen, je sais que tu as dit que tu avais, bon, avec le numérique et tout, le fait que tu étais connecté, peut-être que tu as été moins choqué en arrivant ici, mais j'imagine qu'il y a quand même des choses qui étaient très différentes pour toi quand tu es arrivé ici. Est-ce qu'il y en a qui t'ont frappé plus que les autres? Alors, honnêtement, quand je suis arrivée, je dirais qu'il y avait un peu de langage, peut-être vu qu'il y avait des petites... Mais c'était pas vraiment négatif, c'était plus comme rigolo. J'étais là à découvrir de nouvelles expressions. Puis, Tu parlais déjà la langue. Oui, je parlais déjà français. C'est ça, faut le dire. Oui, ouais, ça, je parlais... C'est juste les expressions qui étaient différentes, oui. les françaises et celles... Mais toi, au lieu de le voir comme un choc, c'était plus une curiosité, exactement, un amusement. C'était plus une découverte. Fait que c'est ça, je pense. J'ai pas vraiment vécu de... Il y a pas eu vraiment de choc. Au niveau de, je sais pas, que ce soit des petites habitudes de vie, des façons de faire, des valeurs, c'était exactement pareil comme... Non, les valeurs ne sont pas pareilles. Mais disons que c'est sûr que j'ai été peut-être pas confrontée, mais j'ai été exposée à une certaine ouverture d'esprit qui n'était pas nécessairement présente là où j'étais. Puis en réalité, ça m'a juste permis d'évoluer en tant que personne, puis de me développer ma personnalité, puis mon ouverture d'esprit aussi. C'est sûr que la personne que je suis aujourd'hui n'est pas vraiment la... C'est la même personne que j'étais avant aussi, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué puis qui ont changé vers le positif, bien sûr. Oui, puis c'est là où, justement, des fois, quand on pense choc culturel, vu que c'est comme un choc, on s'attend à quelque chose de négatif, mais des fois, il peut y avoir des chocs qui sont positifs, justement, parce que ça nous fait prendre conscience un peu de « Ah, tu vois, avant, j'avais tendance à penser de cette manière-là, mais là, je suis exposé à d'autres façons de penser, puis finalement, j'étais plus d'accord à ces nouvelles façons-là, à ces nouvelles réflexions-là, tu sais. Puis ce serait quoi, justement, les plus grands changements entre la Imen avant puis la Imen maintenant? Les plus grands changements... je dirais que c'est par rapport à des sujets plus ou moins vraiment sérieux, on va dire. C'était parce que avant, honnêtement, avant l'Algérie, j'étais pas vraiment exposée à ce genre de... J'avais juste pas ce genre de sujet exposé devant moi. Genre, j'étais pas exposée à ça. C'était surtout par rapport à des questions comme par rapport à l'homosexualité, par rapport à quoi d'autre? C'était surtout par rapport à ça, je pense, à la communauté. L'orientation sexuelle. Oui, à l'orientation la sexuelle. diversité de Exactement. genre, Ça, c'était des choses que malheureusement, je connaissais pas. Qui étaient peut-être tabous. Oui, vraiment. C'était vraiment par rapport à ça. Puis surtout par rapport... aussi, j'ai eu beaucoup à faire... ce qui a beaucoup développé mon ouverture d'esprit, c'est que j'ai eu à faire avec beaucoup, beaucoup de différences. Les gens sont différents sur tous les points. Sur tous les plans. Il y a beaucoup de différences sur les plans idéologiques, sur le plan religieux, sur le plan... il y a plein de cultures différentes. Genre, c'est quelque chose de connu par rapport... Montréal, c'est connu que c'est déjà connu que c'est une ville très multiculturelle. Ouais. Fait que, ouais. Cette diversité-là m'a beaucoup permis a beaucoup développé mon ouverture d'esprit parce que avant, en Algérie, on va pas se mentir. J'allais dire qu'on va pas se mentir, mais ouais. Le truc, c'est que même s'il y a de la diversité, ce qui arrive, c'est que elle est cachée ou elle est comme... C'est comme si il fallait suivre... fallait être... Il y avait comme un idéal que tout le monde devait suivre, entre guillemets. Un modèle commun. Là. Dès que tu sors de ce modèle-là, en fait, t'as pas trop le droit de sortir de ce modèle, sinon tu sais que tu vas vivre de dépression. Tu vas être mis à part. Puis... Exactement. C'est sûr que ça change en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en ce moment, mais en général, c'est un peu ça. C'est ça qui domine. On va dire. Le fait de côtoyer finalement de la diversité, tu te fais te rendre compte que j'ai le droit finalement à être moi-même puis à de penser différemment, exactement. Ouais, super intéressant. D'avoir ma propre réflexion puis tout ça. Puis par rapport à ces changements-là, est-ce que c'est quoi les difficultés que vous avez eues, si vous en avez, puis comment vous avez réussi un peu à passer par-dessus? Moi, là, je suis parti, le village, c'est entièrement catholique romain. Toi, c'était probablement entièrement musulman.
OK. Donc, déjà, on arrive à Montréal, puis là, il y a les témoins de Jéhovah qui viennent frapper à ta porte. Et il n'allait pas en Gaspésie. Ben, il n'allait pas dans les rangs. Je ne sais pas comment ils auraient été reçus. Puis là, il y avait des protestants. On a vu que ces protestants, ils ne portaient pas de cornes, là, tu sais. C'était des gens, c'était des chrétiens. Alors ça, c'était nouveau pour nous. On trouvait ça étrange, un peu, là. Mais c'était bien. Par exemple, on avait la chance ici d'avoir des mets chinois. Est-ce que je veux dire, il fallait aller loin dans mon bout de village pour avoir des mets chinois. J'avais jamais mangé de mets chinois, moi. Jamais. J'avais jamais mangé de pizza. Ça n'existait pas dans le rang, là. Puis le magasin général, ils ne vendaient pas de mets chinois ni de pizza. Donc, on ne sortait pas beaucoup de notre rang, on ne sortait pas beaucoup de notre village. Puis les autres villages étaient comme le nôtre. Donc, pizza, mets chinois. Moi, le pizza, j'ai commencé à manger à 25 ans parce que je trouvais ça horrible. Je voyais les gens manger ça, puis je trouvais ça terrible. Puis les mets chinois, ça a été dans la trentaine avancée avant que j'accepte d'en manger parce que je disais, c'est des racines, ça m'écœurait vraiment. Maintenant, j'aime ça. Mais j'ai jamais pu m'habituer à la cuisine indienne, par exemple. Parce que ça goûte le curry, puis le curry, j'aime pas ça. C'est sûr. Là, après ça, c'est une question de goût, mais quand même, dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, c'est que finalement, en arrivant, il y avait des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire qui vous ont un peu déboussolé, vous trouviez ça étrange, fait que votre réflexe a été peut-être de juste vous fermer à ça, mais là, tranquillement, pas vite, en découvrant la pizza, en découvrant la nourriture, ça vous a peut-être, ça vous a donné une plus grande ouverture, finalement. Maintenant, je veux dire, si j'allais dans le même endroit, dans la même situation, je m'ennuierais de la pizza, puis je m'ennuierais des mets chinois. Puis je m'ennuierais de ne pas voir des gens, par exemple, maintenant on voit des gens musulmans avec leurs vêtements, puis on voit des juifs aussi. Puis je m'ennuierais parce que tout le monde a la même couleur de peau, tout le monde parle pas mal de la même façon, tout le monde a la même religion là-bas. Je pense que maintenant, je pourrais plus, je trouverais ça... Je trouvais que c'est un contrôle social qui est trop grand. Parce que le contrôle social à Montréal, quand je suis arrivé, il n'existait presque pas. En Gaspésie, je veux dire, tout le monde faisait la même chose en même temps. C'était entendu. Donc, il y avait un contrôle social énorme. Et quand on est arrivé ici, c'est ça peut-être qui a fait éclater un peu la famille. C'est que là, l'autorité parentale n'était pas la même, là. Puis tout ça, on avait des contacts avec d'autres personnes qui pensaient vraiment différemment. C'est ça l'idée. C'est ça, tout le monde se connaît, fait qu'il y avait peut-être souvent dans les villages, il y a des fois beaucoup de jugements parce que justement, il y a une façon, un peu comme tu parlais en Algérie, c'est ça? Ça sent pas mal. Oui, il y a ça en commun. C'est fascinant de voir qu'on peut retrouver ce même genre de phénomène. Même des religions différentes, puis là, je vois qu'on a vécu pas mal la même chose quand on était jeune, quand on a changé de lieu. Oui, c'est un point super intéressant. Toi, bon, là, tu as l'air de vraiment bien le vivre, mais je sais pas, as-tu eu des difficultés? Puis si oui, ou si c'est peut-être pas toi personnellement, peut-être que des amis, tu sais, comment on fait pour surmonter ce choc culturel-là? Honnêtement, peut-être que je dirais que quand on est jeune, on a quand même de la facilité, surtout. Enfin, je ne sais pas si c'est une généralisation ou pas, mais je pense que la plupart... Souvent, je pense que surtout avec la société comme la mienne, la société algérienne, avec les Algériens qui viennent immigrer ici, je pense que la plupart des problèmes ou le choc, il est souvent... il est souvent... C'est pas souvent entre le jeune et l'extérieur, mais souvent entre le parent et le jeune. Parce que les parents, en général, et de ce que j'ai vu, c'est pas mon expérience personnelle, mais de ce que j'ai vu, c'est... En fait, un peu aussi mon expérience personnelle, mais c'est avec des degrés, en fait. Ça dépend des... Il y a des degrés. Chaque famille est unique et le vit différemment. La tienne, c'est peut-être moins pire, mais tu sens quand même que communément, c'est un phénomène peut-être que les parents trouvent ça plus difficile, quoi. C'est surtout quand ils voient... c'est un peu normal, vu que ces gens-là, nos parents, ils ont grandi... Ils ont passé... la moitié de leur vie, même plus ailleurs, fait qu'ils ont peut-être plus de difficultés à accepter certaines choses ou à s'ouvrir l'esprit sur certaines choses. Mais c'est ça ce qui arrive, c'est surtout justement c'est des confrontements entre l'enfant ou le jeune et son parent, parce que c'est là que ça devient plus problématique, je pense. Ouais. Ben, c'est full intéressant parce que c'est ma prochaine question, s'en allait dans cette lignée-là. On va approfondir un petit peu.
je trouve que je suis d'accord avec toi qu'un des chocs les plus importants quand on arrive en ville, surtout en Amérique du Nord si on vient d'ailleurs, tu sais, c'est vraiment la différence qu'il y a dans les relations puis les dynamiques familiales, puis aussi les rapports qu'on entretient avec les aînés en général. Puis pour vous, c'est quoi la plus grande différence par rapport à ça, tu sais, à l'intérieur de la famille ou avec les aînés? C'est quoi les plus grandes différences dans une ville américaine puis ailleurs, que ce soit un village ou un autre pays? Moi, la différence que j'ai vue, c'est que, premièrement, ma grand-mère maternelle, qui était une ancienne institutrice, venait vivre de temps à autre chez un de ses enfants. Donc, chez ma mère, par exemple, là où on habitait, puis elle a vécu ailleurs. Puis, elle nous apportait elle avait plus de temps consacré. Alors, c'est elle qui m'éduquait pratiquement comment me maintenir, comment m'exprimer, comment parler. Ma grand-mère maternelle était très importante là-dedans. Mais là, arrivé en ville, elle n'était plus là. Il venait plus rester là. On avait des logements, parce que là où j'habitais, je veux dire, la maison était très grande. Elle avait 2 étages, c'était immense. Alors qu'en ville, on habitait des petits logements. Alors, le grand-parent n'était plus là. Déjà, ça faisait une grande différence. Ça faisait quelle différence, justement? La différence, c'est que moi, par exemple, je lisais les journaux. Ma grand-mère, en ce temps-là, elle n'avait pas une très bonne vision. Puis, je lisais les journaux, je connaissais tous les hommes d'État. À la fin des années 50, je connaissais tous les hommes d'État, les pays, souvent leur géographie, souvent leur histoire, leurs ennemis, leurs amis, parce que je faisais la lecture. Ma grand-mère, elle était présente. Mais là, par la suite, c'est sûr qu'elle était beaucoup moins présente. Alors, c'était une espèce de perte. Mais ce que j'ai appris à ce moment-là, par exemple, ça m'a servi toute ma vie. J'aime encore l'histoire, j'aime encore la géographie internationale, tout ce qui se fait comme... tout ce qui se fait en politique internationale, ça continue de m'intéresser. C'est un legs de votre grand-mère, oui, finalement. parce que moi, je connaissais des choses que les enfants de mon âge ne connaissaient pas. Alors là, disons que ça me rendait un peu orgueilleux, là, disons, puis de continuer de fouiller encore plus. Alors, c'est ça, c'est important. Mais là, après ça, quand elle n'a pas pu vivre avec nous, mais là, je pense que c'est une perte quand même. Mais j'avais quand même... l'âge requis à ce moment-là pour faire les choses par moi-même. Fait que finalement, un peu en ville, on a tendance à vivre plus loin de notre famille. Puis c'est dommage parce que quand on a un contact privilégié avec nos grands-parents ou les aînés qui sont dans notre famille, ça vient peut-être nous développer certaines parties de nous qui encore à ce jour pour vous, tu sais, c'est encore précieux. Que si vous n'aviez pas eu votre grand-mère, peut-être que ça ne se serait pas développé autant, tu sais. Je suis certain de ça, oui. Pour toi, tu parlais un peu que le choc culturel qui arrivait, c'était beaucoup entre les jeunes et les parents, parce que vu que les parents ont été plus longtemps baignés dans cette culture-là, pour eux, c'est comme... Ils sont un peu... oui, c'est rendu la vérité. Ils voient pas les autres modèles, tu sais. Puis quand ils arrivent ici, ils vont peut-être moins... C'est pas comme les jeunes qui sont à l'école, qui vont être exposés à autant de diversité, vont peut-être plus être ouverts. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça, dans les dynamiques? Qu'est-ce que ça change dans la dynamique dans les familles? Ça fait que il y a souvent, je dirais, plus de confrontation, plus de... Je pense que ça... Même si... Je pense que ça arrive dans toutes les sociétés. Peu importe la société, on aura toujours à confronter à avoir un genre de confrontation de nos valeurs et des valeurs de nos parents. Mais je dirais que c'est un peu plus présent ici. Ce qui arrive, c'est que quand tu es ici, à force de te mélanger un peu avec l'extérieur et avec la culture d'ici, ça devient ta vérité à toi aussi. Fait que quand tu vois que tout le monde pense comme toi et qu'il y a juste tes parents qui sont différents, là, on va dire que tu vas vouloir plus imposer, puis tu vas vouloir à tout prix être la personne que tu veux être. Alors que peut-être ailleurs, ce qui va arriver, c'est que tu vas voir que, oui, même si tu es différent, tu vas voir qu'il y a plein d'autres personnes qui pensent comme tes parents, fait que ça va faire que tu vas plus te laisser faire, entre guillemets, mais c'est un peu ça, ce qui fait qu'il y a plus de confrontation. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Le fait, tu sais, vu que tu côtoies des personnes qui sont différentes, ça te donne un peu plus de facilité à confronter tes parents parce que tu vois, tu sais, des exemples concrets de cette différence-là, puis que ces gens-là vivent en société, que ça se passe très bien. Donc, c'est plus facile peut-être après ça d'aller défendre ce en quoi tu crois maintenant.
C'est ça? Pas souvent facile. C'est plus que t'auras plus cette envie-là de le faire. Puis des fois, ça peut créer des grandes confrontations. C'est sûr. De grosses confrontations entre toi et tes parents. Surtout si tes parents sont vraiment fermes. Et là, ça peut vraiment... des fois, ça peut aller loin. Puis ce serait quoi, justement, pour vous deux, comment faire pour garder une bonne communication dans la famille? Tu sais, tu disais que toi, ta famille, à un certain degré, ça se passait un petit peu mieux. Est-ce que c'est quoi qui fait en sorte qu'on garde des bonnes relations malgré ce choc culturel-là, peut-être? En fait, ce qui arrive aussi, c'est que moi, personnellement, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai de la famille aussi ici. On n'est pas... Je dirais que c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui immigrent. Admettons, c'est les seules personnes de leur famille qui sont ici, ils sont vraiment seuls. Ouais. Là, il y a beaucoup, beaucoup plus de problèmes. Mais moi, ma mère a déjà son frère ici, mon père a sa sœur, on a des cousins, cousines, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment... C'est sûr que ce n'est pas exactement la même chose, que c'est pas vraiment c'est pas toute la famille, mais c'est quand même... Il y a quand même des membres de la famille, fait qu'on a quand même réussi à garder... cet environnement-là familial. C'est ça. Dans le fond, ce qui aide un peu là-dedans, c'est d'avoir un réseau quand tu arrives ici, la communauté ici. La communauté. Ça, c'est vraiment un bon point que j'ai pas dit, que j'ai pas cité. C'est beaucoup... Ça, je dirais que c'est vraiment... C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à mon intégration déjà et qui a beaucoup, beaucoup atténué, on va dire, mon manque envers mon pays ou envers ma culture d'origine. Ouais. C'est vraiment la communauté ici. Parce que j'ai jamais vraiment perdu le lien avec ma culture. C'est vrai que je suis exposée à d'autres cultures, mais en même temps, j'ai toujours mes ressources. Parce que la communauté, la communauté algérienne, il y a une grosse communauté ici. Ouais. Ce qui fait que j'ai toujours... quand j'ai besoin de me ressourcer, j'ai toujours ces personnes à aller voir, puis des personnes de ma culture. En fait, l'important, je pense, c'est qu'il y ait un équilibre. Wow, ouais. C'est plus difficile pour les gens qui n'ont pas de zéro repère. Moi, j'ai eu mes repères. C'est vraiment ça qui m'a aidé. Ce qui t'a aidé dans le choc culturel aussi, j'imagine. C'est que oui, tu as pu t'ouvrir à des nouvelles choses qui, pour toi, te faisaient du bien, mais en même temps, tu as pu garder vivant ta culture d'origine sans la mettre complètement de côté. Exactement. Wow. Ben, c'est très intéressant ce que tu apportes. Puis pour vous, Rénal, comment on fait pour garder vivant, finalement, ce lien-là? Bien, moi, j'ai jamais fait d'effort pour ça parce que ça ne me dérangeait pas. Okay. Je ne suis pas familial. Je ne suis pas le genre familial. Ouais. Donc, moi, ça ne m'a pas vraiment touché. Peut-être que j'avais été plus jeune, j'avais eu 4 ou 5 ans peut-être, mais j'avais 9 ans quand on est arrivé en ville. Puis, non, moi, ça ne m'a pas affecté, les conflits comme ça, la famille, ça ne m'a pas vraiment affecté. Vous vous êtes finalement peut-être créé des nouveaux réseaux en arrivant ici, oui, qui étaient pour vous ailleurs. Plus, vous vous sentiez mieux avec ces personnes-là qu'avec votre famille. C'est ça, je ne sentais pas le besoin vraiment là, d'être très familial, c'est pas quelque chose d'important pour moi. Je comprends. Puis je pense que c'est intéressant parce qu'on a tendance à dire la famille, c'est important, mais des fois, quand notre famille nous respecte pas pour qui on est, c'est correct aussi d'aller trouver des personnes qui vont nous aimer pour qui on est. Tu sais, je pense à... Bon, moi je suis gay, donc j'ai des amis que leur famille... Moi, avec ma famille, c'est super bien passé, là, mais j'ai des amis avec qui ça a été super difficile, donc c'est normal qu'ils ont coupé les ponts. Je pense qu'il faut pas non plus chercher à tout prix à garder cette relation-là si au final ça nous fait plus de mal que ça nous fait du bien, tu sais. Je pense qu'il y a des fois on dit que des fois on choisit sa famille au final. La famille, c'est les gens qu'on choisit en fait. C'est les personnes bienveillantes qui sont avec nous puis qui nous acceptent pour qui on est au final. Mais par contre, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Rénal. Vous avez dit que vous êtes pas très familial, mais par contre, vous parliez de votre grand-mère et votre lien avec... Oui, mais c'était quand j'étais plus jeune. OK. Après, ça n'a plus été tellement important. La famille, c'était pas vraiment important, honnêtement, là. Alors, ça ne m'a pas vraiment affecté, à part le fait que j'avais plus de contact avec ma grand-mère maternelle tellement, là. Alors, non, moi, c'était pas important pour moi d'avoir des bonnes relations avec la famille, tout ça. Je vivais très bien ça. Moi, je voyais qu'on était différents, puis qu'on ne s'entendrait pas. Puis j'ai pas fait de tentative du tout pour m'entendre avec eux. J'ai fait mon affaire, puis on fait leur affaire.
Mais ça, c'est une question de personnalité, bien Ouais. sûr. D'accord, ouais, c'est sûr. Puis là, on parle beaucoup de la famille. J'ai envie de l'élargir un petit peu, ça, entre les rapports entre les générations, justement, entre les jeunes, les vieux. Et bon, il y a des préjugés, il y a des choses qui font, des chocs de valeurs qui font en sorte que ça s'est peut-être perdu, ce contact-là, où est-ce que les jeunes, bon, sont d'un côté, les aînés de l'autre, puis il n'y a pas vraiment d'endroit puis de moment où on peut cohabiter. Puis, moi, je trouve qu'une des solutions, tu sais, pour rétablir ces rapports-là, c'est vraiment de voir la transmission des savoirs puis des expériences comme quelque chose qui va des deux bords. C'est un peu ça l'idée avec le balado, c'est de dire, bon, oui, les personnes âgées, ils ont beaucoup de vécu, donc ils ont beaucoup à partager avec les plus jeunes, ça c'est sûr, mais il ne faut pas négliger, comme tu disais tout à l'heure, que les jeunes, ils ont un autre point de vue, ils ont d'autres expériences qui peuvent aussi apprendre des choses à leurs aînés. Donc, j'aimerais ça, on va commencer d'un côté, on va aller de l'autre après, mais pour vous, si on commence avec les aînés, qu'est-ce qu'ils ont de plus précieux à transmettre aux jeunes? Bien, premièrement, il y a des choses qui ne changent pas avec les générations. La famille, les gens ont pas mal tous vécu dans une famille. La famille, les liens familiaux ne changent pas vraiment, sauf si on change de milieu, là. C'est le même. Donc, on a l'expérience de ça. Les amis, les relations avec les amis, c'est pas mal toujours le même type de relation. On sait que ce qu'on ne doit pas faire avec les amis, ce qu'on doit faire pour bien s'entendre. Donc, ça ne change pas avec les générations tellement. Les relations avec les compagnons de travail, c'est la même chose. Je veux dire, ça ne change pas beaucoup. Le mode de travail, le mode de communication change, mais les relations sont toujours... On a toujours des relations avec nos collègues de travail comme il y en avait il y a 200 ans. Donc, il y a bien des choses comme ça qu'on peut transmettre aux jeunes parce que c'est les mêmes. Par contre, dans le domaine technologique, alors là, ça, c'est une vraie révolution. Là, c'est vraiment les jeunes qui peuvent nous transmettre quelque chose. Moi, par exemple, dans le HLM où j'habite, c'est des jeunes qui sont venus nous montrer à utiliser, parce que là, à cause de la pandémie, on ne peut plus se rencontrer. Alors, ils sont venus nous montrer comment utiliser, par exemple, le Zoom pour pouvoir communiquer entre nous pendant la pandémie. Alors, ça nous a aidé beaucoup, ça. C'est toujours des jeunes qui sont venus nous montrer ça. Même ils entraient dans notre logement pour jouer avec notre ordinateur, montrer comment faire pour communiquer. Alors ça, durant la pandémie, on a aimé les jeunes, nous. Là-bas, là, les vieux, là, ils ont aimé les jeunes parce que sans ça, on ne voit pas comment on aurait pu, à moins de payer des personnes professionnelles pour venir nous aider. Ouais. C'était gratuit. Ouais. Ils venaient, puis pour eux, ça faisait partie de notre travail qu'ils faisaient, c'était des associations. Alors là, ils ont pu nous montrer beaucoup. Fait que les aînés ont beaucoup appris par rapport à la technologie. Puis vous, les aînés, qu'est-ce que vous leur avez transmis à ces jeunes-là? Vous pensez, le fait qu'ils viennent vous voir, qu'est-ce que ça leur a apporté? Bien, probablement, ils ont vu quel type de relation on avait entre nous, les personnes âgées, dans la salle commune, on voit. Puis aussi, on a raconté des histoires de notre vie. Ça peut-être pu les intéresser. Oui, des histoires de vie, hein? Ça, c'est ça. sûr. On pourra y revenir. Puis toi, Imen, qu'est-ce que tu trouves que les aînés ont de plus précieux à transmettre aux jeunes? Moi, je pense, je suis vraiment d'accord sur tout ce que M. Reynald a dit, sauf que je pense qu'il y a une certaine nuance. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a les valeurs fondamentales ne changent pas, mais je pense que quand même la définition des choses peut beaucoup changer avec le temps, ce qui fait que je pense que les personnes âgées peuvent vraiment être de très bons conseillers pour les plus jeunes. Par contre, faut pas trop imposer en fait. Faut que ce soit plus comme, faut que ce soit des conseils. Puis il faut bien expliquer le pourquoi du comment, puis pas juste essayer d'imposer en fait cette façon de faire. Pas dire, bon, c'est ça que tu dois faire, mais plus, ben moi, dans mon temps, c'était comme ça. Je pense que ce que M. Reynald disait, on vit toutes les mêmes choses. T'sais. On a des problèmes au travail, avec notre famille, avec nos amis. Donc ça, on l'a tous en commun. C'est sûr que ça l'a changé avec le temps, mais c'est quand on entend, OK, à l'époque, ça se passait comme ça, moi, ça se passe comme ça, puis c'est quand finalement, il y a une écoute des deux côtés que là, vraiment... On peut en tirer vraiment une conclusion. On tirait vraiment des apprentissages. Puis, Une chose importante aussi, c'est quand j'étais jeune, les familles avaient 15 enfants pratiquement. Alors que maintenant, tu as 2 enfants, puis c'est une grosse famille. Alors ça change les relations parce que c'était l'aîné, nous, dans notre cas, la sœur aînée, qui s'occupait de la famille souvent.
parce que la mère ne pouvait pas. Donc, il y avait des responsabilités qui étaient données aux personnes, aux aînés de la famille. Que ce soit garçon ou fille, il y avait des responsabilités qui étaient données envers les jeunes, envers leurs frères et sœurs. Donc, ça, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de famille aussi nombreuse. C'est plus rare, du moins, là. Ça, Je c'est pense sûr. que ça doit tendre pas mal à disparaître. Oui, il y en a moins. Je pense qu'il y en a encore parce que des fois, il y a des grandes différences d'âge entre les enfants, puis ça peut arriver, mais je suis d'accord avec vous que c'est sûr que c'est beaucoup moins présent qu'avant, tu sais. Puis, on parlait d'histoire de vie. Rénal, je sais que vous avez participé à plusieurs luttes puis des mobilisations par le passé. Puis vous parliez de comment c'est important de parler de ces choses-là aux jeunes pour qu'ils réalisent un peu ce qui a été, que les droits puis finalement ce qu'on a acquis en tant que société, ben on le doit beaucoup à nos aînés. C'est lesquels pour vous, c'est dans ces luttes-là, dans ces batailles-là que vous trouvez les plus importantes à transmettre puis pourquoi? Bien, premièrement, il y en a auxquels j'ai participé puis d'autres auxquels je n'ai pas participé. J'étais trop jeune. À aller jusqu'à les années 40, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc ça, c'est un changement que nos ancêtres ont lutté. Pas moi, mais mes ancêtres ont lutté pour avoir ça. Puis aussi, le contrôle religieux. La Révolution tranquille, c'est quoi? Jusqu'à la fin de la Révolution tranquille, il ne faut pas oublier que le recteur de l'université devait être Monseigneur. C'est lui qui était le recteur de l'université. C'est lui qui décidait si tel enseignant pouvait être accepté ou non, pouvait avoir un emploi à l'université. Ça dépendait des idées qu'il émettait. S'il n'était pas d'accord avec les idées de ça, il n'était pas question qu'il enseigne à l'université. Alors, c'était la religion qui menait, non catholique romaine, qui menait la société. Moi, dans mon enfance, c'était ça. Dans les années 50, c'était très clair. Là, il y a eu la révolution, ce qu'on appelait la Révolution tranquille. Là, les écoles sont sorties de la mainmise de l'Église. OK, là, on a vu des gens enlever les crucifix partout. Là. Puis aussi, les hôpitaux. Il y avait des crucifix dans tous les hôpitaux. Alors là, on a vu que petit à petit, ils enlevaient. Puis il y en avait qui étaient difficiles à enlever parce qu'ils étaient cimentés. Ils s'attendaient à ça. Les croyants avaient cimenté les croix. Pour pas qu'ils les enlèvent. Oui, d'ailleurs, il y avait une école pas loin d'ici qui a été démolie très récemment l'année dernière où la croix était figée dans la brique. Alors ça, il aurait fallu qu'ils détruisent toute la devanture pour enlever la croix. Parce qu'en dernier, ils se disaient, les laïcs, parce qu'il y avait le fameux mouvement laïque du Québec, c'est très important. Puis les laïcs ne pourront pas l'enlever, celle-là. Tu sais, c'était le truc. Alors, donc, il y avait une mainmise vraiment de l'Église catholique romaine. Puis ça, c'est nous et nos ancêtres, nos parents, qui ont lutté contre ça, qui ont voté pour des politiciens qui proposaient d'abolir ça. Il y a eu un peu de résistance de la part de l'Église parce que c'est eux qui contrôlaient les hôpitaux et c'est eux qui enseignaient aussi dans les écoles, mais éventuellement, ils ont été complètement surpassés. Tu sais? Il y a eu beaucoup de changements. Énorme. Puis moi que j'ai participé, il y a eu 3 lois linguistiques de mon temps. Il y a eu la loi 63, faite par l'Union nationale, qui établissait essentiellement le bilinguisme au Québec. Il y a eu la loi 22 des libéraux, mais ça, c'était pas très bon parce qu'il faisait passer des tests à des enfants. Puis il y a eu la loi 101 qui, elle, a vraiment étendu à fond, définitivement. Ça, j'ai manifesté pour ces choses-là. Elle a manifesté aussi à la fin des années 60 pour le système de santé universel. Ça, c'était adopté en 70. Mais dans la deuxième moitié des années 60, il y a eu beaucoup de manifestations pour ça, parce qu'une famille pouvait être mise complètement en ruine par la maladie d'un de ses enfants. Mais là, après ça, là, on a eu ça. Ensuite, c'était l'assurance médicaments, qui n'est pas vraiment universelle, mais que dont les jeunes peuvent profiter. Ouais. Ben, c'est beaucoup, ça. Je suis content de vous entendre là-dessus, puis qu'on réalise finalement comment les aînés, on leur doit beaucoup. Puis j'aimerais ça finir justement avec une note positive, puis vous entendre un petit peu suite à les rencontres qu'on a eues ensemble, de ce qu'on a jasé, de ce que vous avez appris. Ce serait quoi le message que vous aimeriez transmettre à votre génération ou à celles qui vont venir par la suite ou même celles qui sont avant la vôtre? Je vais toujours revenir à ce que j'avais dit par rapport aux préjugés de tantôt parce que c'est vraiment un truc que je trouve
personnellement, qui m'a beaucoup, qui m'affecte beaucoup quand ça arrive. Il faut vraiment qu'on apprenne vraiment à communiquer, puis à écouter, surtout écouter l'autre, puis à essayer de le comprendre, essayer de comprendre l'autre, l'écouter, puis analyser ce qu'il a à dire et ne pas directement sauter sur les préjugés. C'est vraiment ça, sur les conclusions, puis juste se fier que ce soit aux apparences ou à des stéréotypes ou des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment ça que j'aimerais dire. Ouais. Une vraie écoute vraiment... de ce qui est dit, puis pas juger par rapport à la personne qui le dit. Exactement. Ouais. Super. Merci. Ben moi, je dirais, l'agisme, on pense souvent que c'est une discrimination contre les personnes âgées. Mais l'agisme, ça affecte aussi, c'est une discrimination contre les jeunes aussi. Ça, on l'entend beaucoup moins souvent. Alors ça, c'est vraiment, il faut se souvenir que c'est des deux côtés. Quand on dit, ben les jeunes, là, vous savez, la drogue, tout ça, là, c'est une généralisation, c'est vraiment de l'agisme. Parce qu'il y a des drogués, on en a, nous, des personnes âgées à HLM. Sinon, si je peux juste ajouter un dernier mot par rapport, justement, cette fois vraiment par rapport à notre expérience avec, mon expérience avec Monsieur Reynald. Je me suis rendu compte que c'est vraiment important, en fait, de garder un lien avec les gens plus âgés. Je pense que, je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait deux mondes, en fait, différents. Le monde des jeunes puis le monde des plus âgés, alors qu'on devrait vraiment avoir plus d'activités en commun, puis on devrait vraiment être plus, vivre plus, en fait, ensemble, plutôt que de séparer les deux générations. Puis, je suis vraiment d'accord avec toi. Tu sais, au début, on parlait du choc culturel, puis il y a aussi le choc des générations, finalement. Puis je pense que c'est un petit peu la même chose. Oui, au début, ça se peut qu'il y ait un clash d'idées parce qu'il y a des mentalités qui sont différentes. Mais si on prend le temps de se parler, de s'écouter, ben, il peut avoir une meilleure... On a chacun, l'un et l'autre, à apprendre. Puis c'est en ayant cette compréhension-là commune qu'on va être capable peut-être de faire plus de projets ensemble, de vraiment créer des différences, finalement, créer un changement, tu sais. Puis même moi, c'est la même chose, tu sais, j'en côtoie pas beaucoup des personnes âgées dans mon quotidien, puis de rencontrer Reynald, Marshall, Ginette dans l'autre groupe aussi, c'est vraiment inspirant de les entendre, de voir tout leur parcours, puis je trouve que ça nous donne aussi des modèles pour la suite. Donc, et même chose pour les jeunes, là, parce que moi, je suis à la limite. Là. Bientôt, je suis encore jeune, mais un petit peu moins que vous autres. Là. Mais ça reste que de voir votre parcours, c'est très inspirant. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Ça a été un plaisir de vous entendre. Très plaisir et partagé. C'était très plaisir. Merci tout le monde. Merci. Merci à nos partenaires, Le Temps d'une pause et Forum Jeunesse Saint-Michel, pour nous avoir accueillis dans leurs activités et nous avoir mis en contact avec des gens incroyables. Pour supporter le balado Paroles de Génération, il suffit d'aller sur Apple Podcasts et Spotify pour lui laisser quelques étoiles et un commentaire. Ou encore, vous pouvez partager l'émission autour de vous, que ce soit par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les coulisses du projet sur les pages Facebook et Instagram d'Intergénération Québec. Ce balado est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que par la Ville de Montréal.